C'est un homme monde. Il est né à New Delhi, enseigne à Los Angeles, intervient au Collège de France. Il parle 12 langues. Sanjay Subrahmanyam est l'un des promoteurs de l'histoire globale, autrement appelée histoire connectée. Bonsoir Sanjay Subrahmanyam, merci d'être avec nous. Vous êtes donc historien, vous êtes l'auteur du livre intitulé L'éléphant, le canon et le pinceau. C'est aux éditions Alma. Alors c'est un livre, un voyage érudit. Vous nous emmenez au XVIe et XVIIe siècle dans le sud de l'Inde, dans ce qu'on appelle à l'époque l'Empire moghol. Quelle place occupe au juste cet empire à cette époque? C'est parmi les 3 ou 4 grands empires de l'époque, c'est-à-dire avec l'Empire chinois, l'Empire ottoman et l'Empire espagnol des Habsbourg, donc avec une population probablement autour de 100 millions à l'époque. Et quel territoire? Et territoire qui est plus ou moins, moi je dirais, c'est pas tout à fait l'Inde d'aujourd'hui, parce qu'il y a une partie de l'Inde du Sud qui n'est pas inclus, mais par contre, ça couvre aussi ce que est aujourd'hui le Pakistan, une partie de l'Afghanistan et de Bangladesh. Alors un monde en connexion avec le monde musulman, notamment du Moyen-Orient, mais aussi avec l'Occident portugais et néerlandais. Vous vous intéressez notamment aux relations diplomatiques et aussi à la guerre dans cette région névralgique. On découvre en vous lisant que les affrontements sont nombreux, mais qu'ils n'empêchent pas les échanges entre les civilisations, bien au contraire. Oui, exactement. Donc, dans ce livre, j'essaie de traiter plusieurs questions, des questions des affronts, des insultes, d'autres types de violences, mais aussi des échanges artistiques, des peintres, des peintures qui passent d'un bout du monde à l'autre, etc. Donc, en fait, disons que la violence et la communication ne sont pas des catégories exclusives. Alors l'éléphant, le canon et le pinceau, c'est donc la diplomatie, la guerre et l'art. Ces échanges se matérialisent justement notamment à travers l'art. On est en plein âge d'or néerlandais et la peinture moghole influence la peinture néerlandaise et vice-versa. Exactement. C'est très connu que la peinture européenne, c'est-à-dire en commençant déjà au XVIe siècle, avait influencé la peinture indienne et iranienne de l'époque. Moins connu, c'est le fait qu'il y avait aussi un effet dans l'autre sens, c'est-à-dire on ne sait pas assez que même quelqu'un comme Rembrandt avait en fait vu et copié même une vingtaine ou peut-être 25 miniatures mogholes qu'il a par la suite utilisées pour changer un peu ses conceptions. Alors nous avons posé le contexte, le tableau, si l'on peut dire, puisque l'on parle de peinture. C'est donc un monde en pleine effervescence. Il y a aussi des tensions, notamment entre le monde hindouiste et musulman. Justement, les religions, il y a des tensions, mais elles ne sont pas nécessairement un problème. Quelle place occupent-elles à cette époque ? Bien sûr, il y avait des tensions parce qu'il y avait des États, des sultanats musulmans en Inde à l'époque. Il y avait aussi des États hindous parfois assez, en plein pouvoir. Donc il y a des affrontements, mais c'est assez intéressant de voir qu'en réalité, à l'intérieur de ces cours, par exemple, un cours musulman avait souvent des nobles extrêmement haut placés qui étaient des hindous et vice-versa. Donc c'était pas comme s'il y avait une espèce d'exclusivité où il fallait, comme on faisait en Europe à l'époque, penser cuius regio et eius religio. Ce n'était pas exactement le cas. Alors, dès le début de votre livre, dans l'introduction, vous utilisez une métaphore pour nous dire ce qui fait qu'une telle civilisation va en rencontrer une autre. C'est la rencontre du troisième type. Que voulez-vous dire ? Oh oui, ça c'était bien sûr un clin d'œil envers Spielberg. Mais non, c'était aussi pour expliquer en fait qu'en réalité, il y avait pas seulement une question des affrontements ou des difficultés, comme on a souvent vu aussi, par exemple, en Amérique au début du XVIe siècle, mais il y avait aussi des rapports beaucoup plus complexes. Donc, troisième, pourquoi pas quatrième ou cinquième aussi. Oui. Comment s'opéraient ces échanges, ces connexions, ces relations entre ce monde-là, l'Empire moghol, et l'Occident, par exemple? Comment ça se matérialisait à travers l'économie, à travers quels échanges? En fait, pour moi, l'essentiel, c'est de regarder qui sont les acteurs et qui sont ce qu'on peut appeler les passeurs. Et il en a plusieurs. Il y a, par exemple, le cas des jésuites, qui est très connu. Il y a des jésuites qui se sont installés à la cour du Grand Moghol dès la fin du XVIe siècle. Mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, peut-être moins connus. Par exemple, il y a un savant indien du début du XVIIe siècle qui a essayé, à partir de ses lectures en latin, d'écrire une histoire de l'Europe.
Donc, en commençant avec les Grecs et les Romains. C'est ce qui est fascinant, parce que les tensions dont je parlais, y compris entre monde hindou et musulman, elles sont racontées, y compris par des auteurs portugais, des chroniqueurs, qui racontent en fonction de leur sensibilité. Tout à fait, oui. Voilà, donc ces chroniqueurs portugais du XVIe siècle, à mon avis, sont assez importants. Pour des raisons compliquées, ils ont été toujours traités comme secondaires par rapport aux chroniqueurs ou des historiens italiens comme Paul Jove ou autres de l'époque. Mais je pense que les historiens portugais du XVIe siècle sont d'une très grande importance à l'échelle mondiale. Alors, l'histoire globale ou l'histoire connectée, ce sont deux concepts qui, a priori, pour le commun des mortels, peuvent paraître très compliqué, mais vous avez une manière, en tant qu'historien, d'être très pédagogique. En fait, il s'agit d'un monde multipolaire que vous racontez, qui bat en brèche l'histoire traditionnelle, qui voit les civilisations comme des monolithes, avec la civilisation occidentale d'un côté, qui serait imperméable aux autres civilisations. C'est cela le cœur de vos travaux historiques ? Oui, c'est-à-dire, moi, j'ai envie de décrire un monde où les choses sont croisées. Il y a donc une espèce d'emboîtement assez compliqué. Et il n'y a pas de façon au XVIe siècle d'être purement occidental. Et c'est ça que j'ai envie de démontrer, cette idée qu'il y avait une espèce de fermeture des mondes et des civilisations. C'est absolument pas le cas. Ouais. Est-ce que, pour parler d'une époque plus récente, vous diriez, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien ces affrontements aussi et peut-être ces idées reçues, il y a eu des empires coloniaux, on le sait, empire français, empire britannique, oui. Et puis il y a eu ensuite un courant politique, longtemps, dont il y a encore aujourd'hui des partisans, que l'on appelle l'anticolonialisme. Est-ce qu'à votre avis, c'est un piège du coup ? Non, je pense que l'anticolonialisme avait sa place. Moi, je pense qu'on est tous d'accord que ça ne serait pas une bonne chose si on avait encore des empires coloniaux. Ouais. Et les empires coloniaux se sont défaits à cause de l'anticolonialisme, entre autres. Ce n'est pas comme si les Français ou les Britanniques ont décidé un beau jour qu'ils voulaient revenir chez eux. Ils ont été obligés en quelque sorte. Donc, l'anticolonialisme est important, mais il ne faut pas passer dans un anticolonialisme obsessionnel et trop simpliste. Ouais. C'est ça. À savoir quoi ? À ce que l'Occident devienne le référent permanent, c'est cela ? Où l'Occident devient un peu l'obsession pour définir une certaine identité, comme si il faut toujours penser en termes de nettoyage culturel. Ouais. Hein? Et donc, par exemple, en Inde, aujourd'hui, ça, c'est une question. On pense sans cesse qu'il faut nettoyer les traces de l'Occident. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Alors, vous questionnez dans votre livre et dans vos travaux d'historien en général la notion de civilisation, qui est donc aujourd'hui extrêmement instrumentalisée politiquement. Que vous inspire justement cette obsession en Occident, dans plusieurs pays, de la civilisation européenne qui serait menacée, qui serait en danger ? Vous savez que Gandhi avait dit, c'est un bon mot fameux, qu'on a demandé qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale. Il a dit, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire, ça n'existait pas en réalité, la civilisation occidentale. Ouais. Et moi, je pense aussi que c'est un mythe, c'est un projet, et c'est un projet politique, la civilisation occidentale. Ouais. Et c'est un projet politique, à mon avis, extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur une idée d'exclusivité. C'est basé sur une idée que l'Occident s'est créé tout seul depuis toujours, qu'il n'y avait jamais eu des interactions qui comptaient, mais en réalité, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Cette même idée que vous dites exclusive, elle n'existe pas ailleurs, dans d'autres continents, dans d'autres civilisations ? Ah, bien sûr, il y a des projets politiques semblables ailleurs aussi, c'est-à-dire les Chinois ou même les Indiens aujourd'hui ont envie, eux aussi, de construire des projets civilisationnels comparables. Mais vous, l'historien, dites-nous quels arguments vous donneriez pour répondre à ceux qui vont jusqu'à dire que l'Europe, l'Occident est menacé d'un grand remplacement. Remplacement où ? À savoir que les populations locales finiraient par devenir minoritaires par rapport notamment à des ressortissants qui viendraient de pays musulmans. Non, je pense qu'il y a bien sûr une question de migration. Il y a aussi une question de baisse de population, au moins baisse de croissance de population. Mais ça, ce sont des choses qui, sur le long terme, arrivent. Alors, on le sait. Et si ça se fait, alors sur le long terme, moi je ne vois pas ça comme quelque chose qui serait une tragédie. Après tout, on a accepté que la population des Amériques a été entièrement transformée dans les 500 dernières années. Alors
Est-ce que ces problématiques existaient déjà à l'époque que vous décrivez dans ce livre et la période dont vous êtes un spécialiste du 15e au 18e siècle? Est-ce que ça existait ou est-ce que c'est un fait nouveau qui a émergé ces dernières décennies, siècles? Vous voulez dire cette idée de remplacement des populations? Oui, en tous les cas, cette crainte d'être menacé par une autre civilisation. Cette crainte peut-être sous certaines formes, et ça c'est une chose nouvelle, oui, mais en réalité les transferts, les mouvements de population sont aussi anciens que l'être humain. Hein? Les continents se sont ainsi construits. Voilà, à partir de l'Afrique, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir des hommes en Europe ou en Chine? C'est à partir des mouvements de population. Donc, à ce niveau-là, c'est une banalité de dire qu'il y a toujours eu des hommes en mouvement. Mais alors, cette crainte, par contre, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel, bon, bien sûr, je suis d'accord qu'il ne faut pas avoir un mouvement sauvage sans penser, sans avoir de politique sur cette question-là, mais penser à une forteresse Europe qui fermerait ses portes ou à une forteresse Amérique comme c'est conçu par M. Trump, ça c'est quand même quelque chose d'assez absurde. Vous parlez 12 langues, Sanjay Subrahmanyam, le portugais, le tamoul, le persan, j'en cite seulement 3, le français bien évidemment que vous maîtrisez parfaitement. Quel est votre rapport à cette langue française? C'est un rapport assez compliqué parce que j'ai enseigné en français et bien sûr, je parle le français tous les ans quand je viens ici enseigner, mais je dirais que c'est une langue où j'ai toujours l'impression d'être, j'ai un peu de difficulté à me mettre au niveau, quoi. Donc, vous l'êtes pourtant parfaitement, pourquoi? Non, mais parce que ça, c'est quand même... Vous dire à penser, par exemple, sur des sujets... Parce que les Français sont très exigeants, il faut le dire, hein. Pour les étrangers qui parlent leur langue, les Français sont quand même assez exigeants et bon, voilà, donc il faut quand même assumer ça, oui. Et la langue parmi ces 12 que vous préférez, quelle est-elle? Hormis le français, bien sûr. Ça, c'est très difficile de dire. Je peux dire que parmi les langues européennes, j'ai peut-être un petit faible pour le portugais. Pour le portugais. Oui. Merci beaucoup, Sanjay Subrahmanyam. Merci d'être venu sur notre plateau. L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie, 1500-1750, c'est chez Alma Éditeur. Merci à vous. Merci.